Encore une soirée sous haute tension pour le Real Madrid. Une fois de plus, une victoire arrachée dans la douleur au terme d'un match interminable et très tendu, marqué par une énorme polémique en fin de rencontre. Les 9 minutes de temps additionnels font évidemment débat, tout comme le pénalty final, qui reste valable sur le plan réglementaire, mais qui s'inscrit dans un contexte que beaucoup jugeront excessif. Malgré tout, l'essentiel est là. Les 3 points sont dans la poche. Le Real reste au contact du FC Barcelone, à seulement une longueur, et continue d'exister pleinement dans la course au titre. Je vais être totalement transparent avec vous. À la base, je n'ai pas vu l'intégralité de la seconde période. J'ai suivi une première mi-temps correcte, puis j'ai dû m'absenter pour des raisons personnelles. En route, je suivais le score à distance sur mon téléphone et à la 96e minute, le 1-1 était toujours affiché. Dans le même temps, des messages de collègues comme Thomas de Chronique Foot ou Thomas de Real France tombaient sur WhatsApp. Match très compliqué, prestations inquiétantes et une possible perte de points qui aurait été logique tant le contenu était pauvre. Et puis en rentrant, je vois le score final, 2-1. Soulagement immédiat, forcément. J'ai donc pris le temps de revoir l'intégralité des séquences de la deuxième mi-temps, les temps forts, les actions clés, afin de me faire un avis plus posé. C'est aussi pour cette raison que ce débrief arrive un peu plus tard que prévu. Mais soyons clairs, ce Real Madrid, encore une fois, s'est compliqué la tâche tout seul. Sabotage, auto-sabotage, appelez ça comme vous voulez. La copie rendue est globalement très mauvaise. L'intensité, l'engagement, la maîtrise, rien n'était vraiment au niveau attendu. Même à domicile, face à un Rayo Vallecano qui ne réalise pas une saison exceptionnelle, mais qui reste une équipe courageuse avec de vraies individualités comme Izzy Palazón, le Real n'a jamais dégagé de sérénité. Il faut arrêter de croire que les derbys se limitent à l'Atlético ou à Getafe. Le Rayo, c'est aussi un derby, et à chaque confrontation, c'est la même histoire. Pas de tranquillité, jamais. Peu importe l'écart de budget ou de talent, ces matchs sont toujours piégeux. Quand en plus certains cadres ne sont pas à leur meilleur niveau, comme Tchouaméni ou Camavinga, que Bellingham sort blessé, que Mastantuono enchaîne des titularisations sans vraiment justifier ce statut, et que Brahim Diaz refuse systématiquement de prendre ses responsabilités, préférant une passe en retrait à 6 mètres plutôt qu'une frappe franche, ça devient problématique. Vinicius, lui, a livré une très grosse première mi-temps, il faut le reconnaître. Il marque avec une facilité déconcertante, mais derrière, il gâche des gestes simples, comme des passes à 3 mètres. C'est incompréhensible à ce niveau. Quant à Mbappé, il a traversé le match comme un fantôme. Très peu d'impact dans le jeu, et cette occasion manquée, le gardien est éliminé, les cages sont vides, le ballon finit sur la barre. Oui, le geste est techniquement compliqué, mais à ce niveau-là, avec autant de temps pour s'équilibrer, même du mauvais pied, ça doit finir au fond. Et c'est là que se situe le vrai problème du Real Madrid aujourd'hui. Ce que les gens retiennent sur les réseaux, ce ne sont pas les 3 points, ni même la course au titre. C'est le contenu inquiétant, la fébrilité collective et cette impression permanente que l'équipe peut sombrer à tout moment. Ce que beaucoup retiennent surtout, c'est ce pénalty sifflé à la 99e minute. Et soyons honnêtes, la décision est justifiée. Sur l'action précédente, la reprise de volée dans la surface, même si le défenseur touche le ballon en premier, ça n'efface pas la faute derrière. Quand tu prends le ballon mais que tu envoies le joueur au sol dans la continuité, il y a pénalty. Point. C'est exactement la même logique pour le carton rouge. Le geste est dangereux, la sanction est logique, il n'y a rien à discuter là-dessus. Mbappé, lui, transforme le pénalty avec beaucoup de sang-froid. À ce moment-là du match, dans un contexte aussi tendu, avec un Bernabéu qui commence à siffler ses propres joueurs, il faut avoir les nerfs solides. Il l'a fait. Résultat, 3 points de plus. Mais ça ne doit surtout pas masquer la réalité du terrain, parce qu'aujourd'hui, cette équipe est dépassée. Le but encaissé est symptomatique de tout ce qui ne va pas. Valverde qui ne jette même pas un œil dans son dos, Tchouaméni en retard sur la remise et Courtois livré à lui-même. Et pourtant, Courtois a encore sauvé la baraque à plusieurs reprises. Il a vu des frappes frôler son poteau, il a multiplié les interventions décisives. Sans lui, le score aurait pu être bien plus lourd. Oui, le Real a aussi eu ses occasions. La barre de Mbappé sur une cage vide, la tête de Camavinga sur le poteau, quelques situations franches. Mais ce n'est pas suffisant. Le jeu est trop lent, les prises de balles manquent d'agressivité. Et surtout, le Real joue avec une étrange légèreté, comme si tout était déjà acquis.
Il faut que ça rentre dans les têtes. Le Real Madrid n'est pas champion. Pas encore. Aujourd'hui, on est deuxième. Même si l'écart est faible, on reste derrière. Et pourtant, l'équipe joue comme si elle avait un fauteuil de leader, comme si elle possédait un matelas d'avance confortable. Ce matelas, il n'existe pas. Et le Barça ne va certainement pas nous l'offrir. Certains diront que la Liga cherche à maintenir le suspense jusqu'au bout. Franchement, cet argument ne tient pas. 1 point ou 3 points d'écart, ça ne change rien au fond du problème. Si le Real continue à jouer comme ça, il faudra battre le Barça pour être champion, quoi qu'il arrive. Le vrai souci, c'est le contenu, la production collective, l'intensité, l'état d'esprit. On n'y est pas. Et quand j'entends Valverde, le capitaine, expliquer après le match qu'ils ont montré le vrai niveau du Real Madrid, ça fait froid dans le dos. Allez voir sa déclaration si vous ne l'avez pas vue. Elle est inquiétante, parce que cette sortie montre une déconnexion totale. Des dirigeants jusqu'au staff, en passant par les joueurs et même le capitaine, tout le monde semble vivre dans une autre réalité. Les supporters, eux, voient ça les matchs. On les regarde en 4K, on voit tout. Et ce qu'on voit, c'est une équipe mal construite, des choix tactiques incompréhensibles, avec parfois un seul vrai défenseur central entouré de latéraux qui sont à la base des milieux de terrain. L'effectif est bancal, l'entraîneur semble hésitant, la tactique est inexistante. Et malgré ça, certains continuent de chercher un coupable ailleurs. Peu importe le nom du coach ou les absents, rien ne change. Les joueurs ne courent pas plus, ne jouent pas plus juste, ne progressent pas. C'est même parfois pire. Il y a des joueurs intouchables, d'autres qui passent complètement à côté de leur match, mais restent sur le terrain, et certains qui n'ont tout simplement pas le niveau pour être titulaires au Real Madrid. Et tant que ça ne changera pas, les mêmes problèmes reviendront, encore et encore. Franchement, cet effectif-là, moi, il me pose un vrai problème. Vraiment. Quand tu vois Güler déposer des ballons parfaits, de véritables caviar, et que derrière personne n'est capable d'en faire ne serait-ce qu'une frappe cadrée, ça me rend fou. Même pas besoin de marquer, juste tirer correctement, ça me donne des frissons, et pas dans le bon sens. Bellingham, par exemple. Il aurait pu peser sur ce match, mais il sort blessé après à peine 8 minutes. Et honnêtement, ça commence à m'inquiéter. Pas forcément par le nombre de blessures, mais entre son manque de rythme, son niveau en dessous de ce qu'on attend, et cette image de lui quittant le terrain en larmes, tu sens que ça le touche profondément. On attend de lui qu'il prenne le leadership, et au moment où il devrait s'imposer, il disparaît sur blessure. Heureusement qu'on a un calendrier allégé avec un seul match par semaine pour l'instant, ça lui laissera peut-être le temps de revenir en forme pour la Ligue des Champions contre Benfica. D'autant plus qu'on n'aura ni Asensio ni Rodrigo sur ces rencontres-là. Sans Bellingham, ce serait encore un frein supplémentaire. Cela dit, son entrée reste plutôt intéressante. La rentrée de Bosz est correcte aussi. Gonzalo, lui, paie surtout le manque total de jeu collectif. Il se retrouve souvent isolé, sans solution. Rodrigo, je l'ai trouvé plutôt intéressant, mais on est loin du Rodrigo étincelant d'il y a quelques semaines. Après, c'est logique. Il sort du banc, son rôle a changé récemment, et ça se ressent. Mais ce qui me dérange le plus, c'est de voir qu'un Rayo Vallecano classé 16e ou 17e de Liga nous pose autant de problèmes. Il nous étouffe, nous empêche de relancer proprement, de construire depuis l'arrière, d'écarter le jeu, de combiner. On n'arrive jamais à poser le pied sur le ballon et à installer une domination tranquille. Et toutes ces polémiques, elles auraient pu être évitées avec un minimum de solidité défensive et d'efficacité offensive. Encore une fois, on rate trop d'occasions. L'action de Brahim, par exemple, quand il préfère donner à Mbappé, à ce moment-là, il doit fracasser la cage. Point. Si tu mènes 2-0 à la mi-temps, personne ne crie au scandale. La première période du Real n'était pas exceptionnelle, mais elle était maîtrisée. Le Rayo démarre mieux, oui, mais ensuite tu contrôles. Tu mènes 1-0, tu gères les temps faibles, et dès que tu accélères, tu leur fais mal, grâce à la qualité individuelle. Avec un 2-0 à la pause, la deuxième mi-temps aurait été totalement différente. Le Rayo aurait dû prendre plus de risques, et toi tu aurais pu les contrer beaucoup plus facilement. Mais au lieu de ça, tu encaisses ce but de Frutos. L'action est bien construite, certes, mais nous, on est trop passifs, trop lents, trop attentistes. Et c'est toujours la même impression. Quand le Real mène au score, on dirait qu'il a 3 buts d'avance, tellement l'équipe se relâche. Quand le match est nul, on joue comme si on était déjà premier, sans urgence, sans nécessité de forcer le destin. On joue à l'envers, sans combativité, sans intelligence collective, sans l'ADN du Real Madrid. Et le pire, c'est que ça devient contagieux.
Honnêtement, aujourd'hui, tu pourrais mettre n'importe quel entraîneur sur le banc et recruter n'importe quel joueur, même un Vitinha ou un autre gros nom. Je suis persuadé qu'il finirait par régresser ici. Il n'y a aucune structure. Le lien entre la défense et le milieu, c'est un no man's land. Et l'attaque est obligée de sortir des exploits individuels pour marquer, même contre le Rayo. J'ai vu passer une remarque, je crois, de Rota de Real France, qui disait que le jeune défenseur central du Rayo a livré un match qu'aucun défenseur du Real n'a été capable de faire ce soir. Et je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, certains joueurs en face, dans des équipes supposées plus faibles, font mieux que les nôtres. Il faudrait peut-être commencer à s'en inspirer. Bref, je ne vais pas rallonger ce débrief davantage. Je suis très heureux de la victoire, évidemment. Mais dans le contenu, je suis profondément déçu de ce que j'ai vu. Très déçu. Franchement, qu'il râle un peu, ce n'est pas bien grave. Les 9 minutes de temps additionnels, ça fait parler, forcément. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vu l'intégralité de la deuxième mi-temps, donc je ne peux pas juger précisément s'il y a eu beaucoup de temps perdu ou non. J'ai surtout vu les faits marquants. Le carton rouge, le but de Frutos, quelques situations chaudes, la barre de Mbappé, le poteau de Camavinga. Mais honnêtement, dans pas mal de matchs, y compris en Liga ou à l'étranger, on voit régulièrement des temps additionnels à plus 110, plus 11 minutes. Donc voir un plus 9 ne me choque pas plus que ça, surtout avec un penalty sifflé autour de la 97e. Au final, ce n'est pas ça qui me pose le plus problème. Il y a parfois des décisions qui peuvent être discutées, mais qui restent cohérente. Le vrai souci, ce n'est pas le chrono, c'est le contenu. Parce que si la manière ne suit pas, si le collectif ne progresse pas et si les joueurs ne montent pas en régime, individuellement comme collectivement, on va droit dans le mur. Même à domicile, on n'arrive pas à se rassurer. Et dans ces conditions-là, des points, on va en laisser encore beaucoup. Aujourd'hui, l'image du Real Madrid est franchement inquiétante. Et je vous le dis sans détour, je préfère largement une saison blanche, quitte à repartir sur des bases saines plutôt qu'un titre qui masquerait tous les problèmes et nous ferait croire que quelques ajustements suffiront. Parce qu'il y a énormément de choses à corriger et la prise de conscience sera déjà assez compliquée comme ça. Si Florentino Pérez continue à empiler uniquement des jeunes en se disant que les joueurs confirmés de plus de 25 ans ne valent le coup que s'ils arrivent libres, on n'ira nulle part. Une équipe de jeunes sans cadre, ça ne fonctionne pas. On n'a pas de leader naturel, pas de joueurs capables d'encadrer et de porter les autres dans les moments difficiles. Sans véritable capitaine, le navire finit toujours par couler. Tout le monde veut le brassard, mais peu ont réellement les épaules pour l'assumer. À un moment donné, il faut être lucide. Aujourd'hui, le Real est en dessous du Barça, en dessous des grandes équipes européennes et parfois même en difficulté dans le jeu face à des équipes de bas de tableau de Liga. Et c'est bien ça le plus inquiétant. On survit grâce à des exploits individuels. Un coup de génie de Vinicius, une action décisive de Mbappé, un arrêt monumental de Courtois. Mais on ne peut pas bâtir une saison entière sur 2 ou 3 joueurs. Les autres doivent élever leur niveau. Prenez Camavinga, par exemple. Il est plus performant en latéral gauche qu'au milieu, mais ce n'est pas son poste de formation. Forcément, il n'a pas tous les automatismes défensifs. Et quand, en plus, la charnière centrale et le côté droit manquent eux aussi de repères, tu te retrouves avec une défense déséquilibrée qui subit, qui recule, qui laisse l'adversaire combiner tranquillement et qui n'attaque jamais vraiment son marquage. Résultat, tu encaisses des buts évitables, tu te mets en difficulté tout seul et tu passes ton temps à courir après le score au lieu de maîtriser les matchs. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!